Allez, c'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo. C'est la première pour le canal Market Profile and Order Flow. J'espère que c'est pas la dernière, qu'il y en aura d'autres. Ça va dépendre aussi de votre intérêt au fait que je fasse ces vidéos-là. Alors, sur cette première vidéo, ce que j'avais envie d'aborder, et c'est vous aussi qui l'avez choisi à travers le sondage qu'on avait effectué il n'y a pas longtemps, on va aborder les fondements du TPO, du Volume Profile, en tout cas ce qui compose le Market Profile. Mais avant d'aborder tout ça, avant de rentrer dans les bases, moi ce que j'aimerais aborder aussi en préambule pardon, c'est toutes ces notions d'enchères, de processus d'enchères, des notions de prix de temps et de volume, etc. D'ailleurs, pour l'occasion, et afin que ça soit assez structuré dans la vidéo, que ça soit digeste et qu'il y ait un fil conducteur, j'ai créé à peu près une dizaine, une quinzaine de slides sur lesquels je vais naviguer tout au long de la vidéo pour essayer de démontrer ou montrer en tout cas et essayer de vous faire part un peu de mon approche du marché. Alors, j'ai fait un tout petit sommaire, c'est les points qu'on va aborder ensemble. On va aborder dans un premier temps et sur un premier slide la notion de prix, temps et volume qui pour moi est essentielle. Ensuite, on verra, comme je vous l'avais dit, le processus d'enchère, qui est un lien implicite avec le market profile, c'est indéniable. On verra aussi les bases de l'offre, de la loi, pardon, de l'offre et de la demande. Euh, on verra, en somme, c'est assez logique, les courbes de Gauss, puisqu'en fait, le TPO profile, le volume profile, le composite profile, donc en fait, ce sont les composants du market profile, ils s'inspirent pleinement des travaux de Gauss. Et puis ensuite, dans un dernier temps, on abordera les structures de marché. Une chose que j'ai rajoutée dans cette vidéo, parce que ça me paraissait assez intéressant de pouvoir en parler. Bien évidemment, on verra pas tout parce que la vidéo va faire 1 heure, donc en 1 heure on peut pas dire tout, mais en tout cas on met le pied à l'étrier de ce joli monde qui est le market profile, le volume profile. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va d'abord commencer par un premier slide qui est celui du prix du temps et des volumes. J'ai inscrit en titre et en sous-titre de ce slide que c'est pour moi le temps pardon, et les volumes, c'est trois piliers fondamentaux du trading, de mon trading en tout cas, et de ma façon d'opérer sur les marchés, que je trouve assez efficient. Souvent, dans cette présentation, dans cette vidéo, je ferai des analogies, je ferai des métaphores, je reprendrai directement les principes des marchés physiques, la vie quotidienne, pour directement les lier au marché financier. Vous adhérerez ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je souhaite moi les présenter. Premièrement, je voulais vous faire un slide sur le principe du prix ici, du temps ici et des volumes, parce qu'en fait, souvent, le prix, le temps et les volumes, ce sont des notions qui sont soit oubliées, soit opposées. Et finalement, je pense qu'il n'y a pas un seul de ces piliers qui prend le dessus sur l'autre. Certains vous diront que les volumes, c'est le carburant du marché. Moi, j'ai inscrit que c'était le sang qui coulait dans les veines du marché, mais peu importe après comment on le voit, mais c'est vrai. C'est vrai que pour moi, les volumes caractérisent des événements sur des niveaux clés, et on peut interpréter les volumes, les deltas, et ils sont pourvoyeurs d'informations plus que nécessaires. Mais en fait, il ne faut pas que les volumes, à mon sens, soient isolés. Je pense qu'il est quand même aussi nécessaire de prendre en compte ce qu'on appelle le temps. Alors ça peut paraître assez banal et bateau, mais pourtant le temps, quand on regarde un chart, un graphique, peu importe que vous soyez long terme, moyen terme, que vous travaillez sur de l'option, que vous travaillez sur des CFD, des futurs, vous êtes face à ce temps-là, en permanence. Et que ce soit dans les marchés financiers, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit quand vous réalisez des achats dans la vie de tous les jours, vous êtes soumis à cette temporalité. Déjà, la première soumission à cette temporalité, elle se trouve sur vos chartes. J'ai inscrit en dessous que le temps représente la constance sur l'axe des abscisses de nos graphiques. Le temps régit un grand nombre d'opérations sur les marchés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, de toute façon, le temps, vous l'avez, il est là, affiché en dessous de vos yeux, et en fait, le temps, quand il régit un grand nombre d'opérations sur les marchés, c'est comme sur les marchés physiques allez, prenons le cadre par exemple d'un achat immobilier que vous souhaitez faire. Vous décelez une opportunité, vous décelez un bien qui se trouve à tel endroit et vous êtes intéressé parce que le prix vous convient et vous êtes en train d'accepter, vous, la valeur de ce prix. Et donc, vous décidez de vous positionner. Or, au moment où vous positionnez, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de volume de propositions. Enfin, en réalité, vous n'êtes pas le seul acheteur
regardez ce bien avec attention, il y a d'autres acheteurs. Donc, on peut l'appeler le volume de propositions à l'achat. Et vous, vous êtes soumis à le nombre de personnes qui souhaitent postuler, c'est pas le terme postuler, mais en tout cas faire l'acquisition de ce bien et donc de faire des propositions. Et donc, en fait, vous êtes soumis au temps parce que il est impératif, si vous, vous trouvez que, et vous acceptez que le prix du bien soit dans votre valeur, hein, si vous trouvez ça relativement attractif, donc pour vous, c'est une opportunité, vous allez donc être contraint de réaliser une proposition assez rapidement en fonction du temps et des réponses des autres. Et vous allez être pressé. Le principe, en fait, du temps, il est relié au principe de l'opportunité. Et comme sur les marchés, une opportunité, souvent, elle est là, elle se présente une fois ou deux fois. Donc, elle se présente en fonction du temps. Et il faut que vous ayez une prise de décision assez rapide pour acheter au bon moment et vendre au moment où les autres commenceront à acheter. C'est pareil avec les marchés physiques, avec les marchés immobiliers, avec d'autres marchés où des fois il faut saisir rapidement tout ça. En tout cas, le temps, pour en revenir au temps, il y a des patterns, order flow temporels. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on peut rentrer sur le marché en fonction du temps. Euh, il y a des il y a des arrivées de volume et de vélocité en fonction du temps. Et bien évidemment, le troisième composant, ou le premier, peu importe dans quel sens on le prend, c'est le prix. Le prix qui, lui aussi, régit pas mal de décisions et vous permet de tolérer un prix, de l'accepter. Et sur votre charte, il y a quelque chose euh, qui est variable, hein, c'est le prix hein, qui varie en fonction des autres composants qui sont le temps et le volume. Et le prix, l'action des prix est pour moi primordiale et elle vous donne en tout cas, elle est boostée par le temps et les volumes, mais elle vous donne des informations plus qu'importantes. On arrête sur ce slide-là et on va passer au slide suivant pour vous parler de ce que je voulais vous parler depuis le début, c'est-à-dire le processus d'enchère. Qu'est-ce que vient faire le processus d'enchère quand on parle de trading? Là aussi, ça peut paraître un peu farfelu et un peu absurde, et pourtant, je vais essayer de vous démontrer que le processus d'enchère, vieux comme le monde, sincèrement, il existe depuis des milliers d'années. À l'époque, on mettait les femmes aux enchères. Vous vous rendez compte? Quand je dis à l'époque, c'était quand même il y a plusieurs milliers d'années. Mais tout ça pour vous dire que le processus d'enchère, aujourd'hui, il y a différents types d'enchères. Je les ai notés là. Alors, je les ai pas toutes notées, mais j'ai noté les plus connus. Les enchères ascendantes, c'est-à-dire les enchères anglaises. C'est là où vous avez un prix au marché, ok, et ce prix-là ne fait que monter. Vous avez un priseur pardon, qui représente le parti des vendeurs, et qui est l'intermédiaire, et qui va vous faire une proposition, en tout cas qui va ouvrir les enchères, et ensuite vous avez un camp avec plusieurs acheteurs potentiels qui sont là et qui se positionnent à l'achat. Et les enchères descendantes, dites aussi enchères hollandaises, sont l'inverse des enchères ascendantes, où là en fait vous n'allez avoir que le prix qui va baisser par le commissaire, et ensuite vous avez une proposition qui arrive, et qui valide l'acte de vente. Et ensuite, vous avez plusieurs types de formes. Soit c'est fait à l'oral, à main levée, en hochement de tête, soit c'est fait des fois par écrit soupli. On retrouve dans le cadre de soupli les marchés publics. Vous savez, le marché public, je sais pas moi, un marché, un territoire, une fonction territoriale qui souhaite faire un appel d'offres ou une ouverture à la concurrence, va demander à plusieurs intervenants, je sais pas moi, une prestation de service, de nettoyage ou peu importe, de se placer sur un marché avec des propositions de prix en fonction de la prestation demandée, le cahier des charges. Et à l'ouverture des plis, c'est souvent le prix, même si des fois la valeur technique est importante aussi, mais c'est souvent le prix qui va faire la différence. Et c'est celui qui stratégiquement se sera placé au bon prix qui remportera l'enchère. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, le processus d'enchère est directement lié à la lecture des marchés et encore plus au market profile. Je prends le cadre des enchères ascendantes. Regardez, j'ai fait un petit graphique et vous allez rapidement comprendre un peu où je veux en venir. Ce graphique, le voici. On va partir dans le cadre des enchères ascendantes où, je sais pas, moi, on travaille sur un produit, je manque d'imagination, disons, la vente d'une télé. Allez, c'est un exemple un peu pourri, mais c'est pas grave.
vous avez plusieurs acheteurs qui, au départ de l'enchère, admettons que la télé est vendue 50 $, vont accepter la valeur. On est donc dans une notion de prix, d'accord? Et le fait d'accepter cette valeur va générer des opportunités longues. Alors, quand je parle de générer des opportunités longues, dans ce cadre-là, c'est générer des propositions d'enchères. Et ça va être généré de façon rapide, spontanée, en fonction du temps. On va rapidement enchérir avec un nombre d'enchères importantes. Et on fait cette fois-ci, je fais référence au volume. Et ce qui va se passer, c'est que l'acceptation de la valeur, le principe d'opportunité, et donc le fait de générer un nombre d'enchères importantes vont faire upticker, je fais référence au trading, bondir le prix à la hausse. Et plus on va arriver dans un prix à la hausse, plus on va sortir de ce que j'appelle, moi, la valeur acceptée. C'est-à-dire la valeur du prix qui a été acceptée. C'est-à-dire 50 $, puis 60, puis 80, puis 90 $. Et puis moi, je commence à me dire, en fait, le bien que je souhaite acquérir n'est plus dans l'acceptation de la zone de prix. Et on arrive petit à petit sur un phénomène où on va passer au-dessus de cette zone d'achat et on va arriver dans une zone de non-achat. Ce qu'on appelle zone de non-achat, on peut très bien aussi faire le lien et le parallèle avec le trading, où quand on est en order flow, peu importe, order flow, microstructure, long terme, moyen terme, on est des fois dans des zones, dans des notions de zone de no trade, c'est-à-dire que les intervenants, qui soient des opérateurs court terme, type retail, compte propre ou market maker ou liquidity provider, ou que ce soit des intervenants long terme, il y a toujours cette mécanique de l'acceptation et de la réjection des prix, de la valeur qu'on accepte, de la valeur qu'on refuse, de l'actif, en l'occurrence sur les marchés des futurs par exemple, ou sur un marché physique, de la valeur d'un bien. Et plus on sort de la value area, cette zone de valeur, plus on va avoir ce qu'on voit ici, une hésitation du prix, ok, une hésitation de l'opportunité, et une baisse importante d'enchères. En fait, quand je parle d'enchères, la baisse importante de volume d'enchères, ça va être qu'en fait, au départ, on va retrouver 10-15 intervenants qui veulent se placer sur le produit, et puis plus petit à petit, et petit à petit, les gens disparaissent parce qu'ils refusent la valeur du prix. Et on va se retrouver avec 2 ou 3 personnes qui vont trouver un intérêt à acheter le prix. Et puis dernièrement, si le prix monte beaucoup et qu'on se retrouve à 1000 $ la télé, on va avoir un seul gars qui va faire l'acquisition du bien. Alors peut-être que pour lui, ça serait une belle affaire, peut-être qu'il fera un déni, mais en tout cas, on sera plus dans la zone d'acceptation. C'est pour ça qu'on va avoir une diminution totale, un épuisement des enchères. Alors, le terme épuisement des enchères, je l'ai volontairement choisi parce que il est significatif. En trading, quand on est sur le carnet, l'order flow, même sur les charts, même sur des bougies, on le voit, peut s'apercevoir de ce qu'on appelle des exhaustions, des phénomènes d'épuisement. Là aussi, on est dans le cadre de zone de no trade. L'épuisement des enchères, là en l'occurrence, c'est les gens qui ne se manifestent plus pour acheter, on l'a aussi sur les marchés financiers où il y a des zones où on n'a plus personne pour vendre ou acheter et on se retrouve avec des acheteurs ou des vendeurs qui sont piégés ou en haut ou en bas. Et finalement, on est dans le cadre de la disparition de l'opportunité. Et là, je fais référence encore une nouvelle fois au temps et le refus de la valeur. Voilà, je vais enlever tout ça parce que c'est brouillon, mais voilà un peu ce que moi j'entends par processus d'enchère, et c'est pas moi qui l'entends comme ça finalement, c'est quelque chose qui est lié directement au marché financier, physique, et qui est lié au market profile, à la lecture du market profile. On va y venir. On poursuit sur le slide numéro 4. Alors voici le slide 4. Le slide 4 parle, et je pouvais pas passer à côté de ça. Je pouvais pas ne pas parler de ça. La loi de l'offre et de la demande, qui me paraît moi essentielle dans la gestion au quotidien de nos opérations marché. Après, peu importe encore une fois ce que vous faites sur les marchés, vous êtes soumis à ça, que vous le sachiez ou pas. C'est comme ça. Et après, on peut bien évidemment développer. Moi, c'est pas l'idée, c'est pas de faire un cours d'économie. J'en ai pas les compétences d'un et de deux. Pourrez vous aussi, là, si vous avez un intérêt à creuser davantage, mais ça me paraissait essentiel quand même et j'étais obligé de vous parler
cette loi de l'offre et de la demande. Parce qu'en fait, c'est une mécanique économique de base qui régit l'ensemble des marchés financiers ou pas financiers d'ailleurs, physiques. Et c'est un lien direct avec tout ce qu'on fait, le trading au quotidien, etc. Alors, j'ai trouvé un petit graphique sympa sur internet et je me suis dit que j'allais le poster et parler autour de ce graphique-là. Et pour en tout cas essayer de démontrer et essayer d'expliquer de façon assez concise et explicite, hein, ce que j'entends par offre, et demande, loi de l'offre et de la demande, et qui est en lien avec, ce qu'on fait. Qu'est-ce que j'ai mis et qu'est-ce que j'ai encadré? Déjà premièrement, dans cet écrit, je parle ici, je parle de ici là, de la loi de l'offre et de la demande qui est pour moi une notion de balance et d'imbalance. Alors balance, imbalance, je vous l'avais déjà dit pas mal de fois sur le canal, mais balance, imbalance, c'est marché en équilibre, marché en déséquilibre. Et le marché en équilibre ou en déséquilibre, il est lié directement à ces phénomènes d'offre et de demande. Alors, on a un chart ici avec les prix, la quantité, on n'a pas le temps ici, hein, on a les prix, la quantité, et on a une courbe avec l'offre et une courbe avec la demande. Alors, qu'est-ce que c'est que l'offre sur ce graphique-là? Et qu'est-ce que c'est que la demande sur ce graphique-là? Bien en fait, l'offre, alors c'est pas des gens qui viennent vous offrir quelque chose, hein, non, 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 loin de là cette idée. L'offre, ce sont les vendeurs. Et la demande ici, ce sont les acheteurs potentiels, acheteurs, vendeurs. Bataille permanente entre l'ask et le bid. Bataille permanente entre l'offre et la demande. Et ce qui se passe en fait dans un marché, notion de base encore une fois, mais c'est toujours bon de pouvoir le rappeler, surtout quand on est tête dans le guidon et qu'on prend et qu'on opère sur les marchés via des indicateurs techniques ou via, je sais pas moi, des Bollinger, des moyennes mobiles, etc. On oublie des fois, ou même quand on est novice ou débutant, on se penche même pas sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est, moi je l'ai fait les 3 premières années. Je structurais pas ma vision des marchés, je regardais pas les jours précédents, je regardais pas les valeurs, les zones d'acceptation, de réjection. Tout ça, je zappais complètement. Maintenant, je pourrais ne plus le faire, mais je l'ai fait. Mais tout ça pour dire qu'un marché est composé d'acheteurs et de demandeurs, c'est assez basique. Prenons, pour vous donner un exemple d'actualité, et qui va nous permettre, en tout cas ce qui va me permettre de mettre en évidence ce que je veux exposer, c'est le marché par exemple des masques. Vous savez, les masques chirurgicaux. Avant le Covid, bon, je sais pas s'il existe hein, en physique ce marché des masques, enfin il existe physiquement, mais je sais pas, il n'est pas sur les marchés financiers, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Avant le Covid ou la Covid, peu importe, hein, on avait un marché plutôt en équilibre. Pourquoi il était en équilibre ce marché? Puisqu'en fait, nous avions le croisement, la jonction entre l'offre et la demande. Et quand on a une offre et une demande équilibrée, on a tendance à avoir un marché avec un prix en équilibre. Voilà, on a un prix qui oscille tranquillement dans une valeur qui est acceptée. Par contre, ce qui s'est passé dans le cadre de ce marché-là, c'est qu'il a été soumis à un événement extérieur, ce qu'on pourrait appeler un catalyseur, qui est venu percuter l'action des prix. Pourquoi il est venu percuter l'action des prix, ce catalyseur? C'est parce qu'est arrivé le Covid, et le Covid a mis en tension ce marché. On a eu subitement beaucoup de demandeurs, d'acheteurs potentiels qui se sont présentés, qui se trouvent ici, en haut de la courbe, et on a eu, à contrario, forcément une tension et donc une incapacité pour les entreprises, c'est-à-dire les vendeurs, à répondre à la demande. Donc on s'est retrouvé avec des vendeurs qui n'avaient pas suffisamment de matériel, de masques chirurgicaux et des acheteurs qui en voulaient abondamment. Et ce qui se passe dans un marché où il y a un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, automatiquement le prix s'est mis à grimper et à grimper et à grimper et à grimper. Et il a fallu un autre événement catalyseur extérieur, c'est-à-dire le confinement de l'intégralité des pays, et puis la mise en place pour les offreurs de stratégies de production pour retrouver un équilibre et retrouver une zone de prix. Mais voilà, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Et pareil dans le sens inverse. Regardez, j'ai pris l'exemple ici des soldes. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, cette fois-ci, à contrario, on constate une baisse des prix afin de susciter l'intérêt acheteur. Le principe des soldes en est l'exemple. Et bien sûr, parce que vous avez des entités physiques dans le monde du textile qui, à un moment, se retrouvent avec pas mal de stocks, donc importance, beaucoup de stocks,
Et pour attirer les acheteurs potentiels, qu'est-ce qu'ils vont créer comme mécanique? Ils vont volontairement diminuer les prix pour aller chercher et susciter l'intérêt des acheteurs. Et donc, on va retrouver un prix qui va redescendre. Mais c'est comme ça en permanence que l'offre se passe. Et là, après, je note ici, en fait, une fois que l'offre est égale à la demande, donc c'est un peu le cas ici, le prix ne varie que très peu. On se retrouve dans une acceptation. Je parle encore d'acceptation. Je parlerai tout le temps d'acceptation. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est les mots, moi, qui, à travers la lecture des marchés, je parle toujours d'acceptation et de rejet. Et j'ai marqué le fameux range, ou distribution-accumulation. Et un événement extérieur, macro-géopolitique hein, ou autre, peut catalyser le marché à nouveau sur une nouvelle zone de prix. C'est toujours comme ça. Quand il y a un équilibre entre l'achat et la demande, on se retrouve souvent avec des profils. Alors, on va en parler des profils, hein, on va y venir. Hein. On se trouve souvent avec des profils qui sont plutôt neutres ou à variation normale, plutôt balancés. Et vous avez ici le prix où on passe le plus de temps, on appelle ça le point de contrôle en market profile. Et ici ensuite, on va y venir rapidement, hein, on va parler des courbes de Gauss tout à l'heure, dans le slide suivant, donc on va pouvoir en parler. Mais vous avez le prix en fait qui a le lendemain, admettons. Donc ça c'est le profil de la veille. Aujourd'hui nous sommes mardi, et donc ça c'était le profil de lundi. C'est pour l'exemple. Hein. Et bien le lendemain, si on ouvre à l'intérieur, là ici, ok, on fait une ouverture, on accepte le prix de la veille. Donc déjà c'est un premier élément à prendre en compte. Et si on est dans un marché qui tend pas à aller chercher une nouvelle zone, à initier des mouvements, parce qu'on peut le voir à l'intérieur des profils, si on voit que tranquillement on se déporte, qu'on fait une extension du haut de la veille, on va pouvoir tranquillement se positionner à la vente pour aller essayer d'aller chercher des ventes à découvert et pour aller chercher à nouveau le point de contrôle de la veille, là où il y a eu le plus d'échanges, où les opérateurs se sont plus entendus. Mais voilà, c'était juste pour l'exemple, mais c'est à chaque fois cette notion d'acceptation, de réjection, d'offre, de demande, et de catalyser le marché. Voilà. Ok, allez, on passe au slide suivant. Le slide suivant, c'est un slide. Alors, on va pas y passer des heures dessus, mais c'est simplement pour donner un historique un peu du market profile, d'où il vient, par qui il a été créé, comment on s'est inspiré de ça. Le market profile vient. Alors, le market profile a été créé par une personne qui s'appelle Peter Sedmeyer, qui a évolué dans les années 85, donc il y a maintenant 35 ans. Et cette personne-là a été directeur du board, du Chicago Board à l'époque, il avait pour gestion justement la gestion des profils de marché. Et lui, ce gars-là s'est inspiré, vraiment, il s'est vraiment inspiré des courbes de Gauss. La courbe de Gauss, en fait, Gauss est un mathématicien du XVIIIe siècle, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, c'est pas le but, mais et Gauss, en fait, lui, ce qu'il a mis, c'est qu'il a mis en place, via un processus mathématique, une statistique sous forme de cloche. Alors là, j'ai pris un exemple, j'ai pris l'exemple de la population, de la densité de la population chez les femmes et chez les hommes et de leur taille moyenne. C'est un exemple que j'ai trouvé, mais ça aurait pu fonctionner aussi avec, vous savez, les notes dans les classes. Hein, à l'époque, on se servait de courbes de Gauss pour voilà, définir les notes moyennes qui se trouvaient souvent au centre, et puis ensuite les low performers hein, et les mauvais, entre guillemets, et les top performers qui étaient plus dans des notes aux alentours de 18-20. Mais souvent, ce qu'on retrouvait, c'est que les 18-20 en termes de moyenne, il y en avait peu. Et ceux qui avaient 3-4 de moyenne avaient peu aussi. Et souvent, on retrouvait la masse dans une valeur au centre. Et donc, Gauss, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une valeur avec des écarts types. Et en tout cas, il a fait une valeur de base de 68%. Et ça a été repris intégralement par Stedmeyer. Sauf que lui, Stedmeyer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inversé le profil. Et le profil, il l'a positionné comme ça, afin de structurer les marchés. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Donc je vous laisserai prendre le temps de lire un peu tout ça, le fameux concept de la loi normale, et le fait de pouvoir dégager, et c'est ça, je l'ai marqué en noir, une concentration des valeurs. Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'était juste pour l'anecdote de savoir d'où venaient les profils. Ils viennent de ce mathématicien Gauss. Allez, c'est parti, on enchaîne sur le slide suivant. Et on rentre un peu plus dans le sujet, dans le vif.
pour parler du market profile. Alors, déjà pour commencer, le market profile, souvent il y a une sémantique autour du market profile qui est un peu floutée. Clairement, le market profile, qui signifie littéralement en français profil de marché. En fait, le market profile comprend en tout 3 types de profils. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois et c'est comme ça que je l'expose. Le profil volume, ok, que l'on voit ici sur la droite de l'écran. Ensuite, le profil TPO, que l'on voit ici en dessous. Et un troisième profil que j'ai pas mis ici, parce que de toute façon, je vais consacrer une vidéo pour vous parler des composite profiles, mais qui est en lien direct avec le volume profile finalement. C'est la façon dont on l'affiche qui est différente. Voilà en fait le market profile ce que c'est. Le market profile, c'est pas que des TPO, c'est pas que des volumes, c'est en fait l'ensemble des types de profils que l'on peut afficher sur son chart. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Je me souviens plus. Dans les profils de marché, nous pouvons classer 3 outils. Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Et ce qui est important, ce qui est en tout cas pour moi c'est fondamental. Et quand j'ai découvert le market profile à l'époque, c'était aux alentours de 2016, ce qui m'a attiré dans le market profile d'un, c'est que personne n'en parlait à cette époque-là. Donc j'ai trouvé ça super attrayant de voir que personne ne parlait de ça. On parlait de tant d'autres choses sur les réseaux français, francophones, mais pas de market profile. Et c'est ça qui m'a attiré avant tout. Et puis ce qui m'a attiré ensuite quand je l'ai découvert, c'est que finalement, les profils, et c'est ce que je mets ici, mettent en évidence la temporalité des actifs, en affichant les zones d'acceptation de réjection. Ils structurent et organisent notre vision des marchés. C'est pas que des mots, et c'est pas que des phrases que j'ai marquées ici. En réalité, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que quand moi j'ai mes charts, je sais les lire maintenant, mes charts. Mais à l'époque, alors attendez, je crois que j'ai un... Voilà. À l'époque, moi, j'ouvrais un chart, ça c'est le chart du S&P, unité de temps 30 minutes, et voilà, j'ouvre mon chart. Bon, j'ai des infos, hein, elles sont là. Hein, j'ai voilà le temps, le prix, les constances, les variables, etc. Mais j'ai pas cette structure des marchés. Je vois pas réellement euh, où se trouve le démarrage de la veille exactement, spontanément. Quand j'ouvre mon chart, je vois pas où se trouve le démarrage de la veille, quelles ont été les journées, quel type de journée on a eu à l'avant-veille. Là, je vois hein, clairement qu'on se trouve dans un marché qui est balancé. Bien évidemment que moi, à force de travailler les charts avec du market profile, et du volume profile avec les profils, j'arrive à voir les profils sans les avoir affichés. Donc ça, c'est parce que j'ai l'habitude maintenant de les travailler comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas de structure marché. Et ce que m'apporte le market profile, c'est cette structure marché. C'est ça qui est formidable. Regardez si je monte sur le slide juste du haut, c'est le même slide. C'est exactement le même slide que celui-là. Or, je vois immédiatement ce qui s'est passé. Je vois immédiatement qu'on a eu une journée du 19 octobre, donc je crois que c'était lundi dernier. On a eu une journée qui s'est faite voilà, sous forme de... Elle était directionnelle cette journée, elle était en double distribution, elle était comme ça et comme ça. Et je vois immédiatement qu'au centre de la journée, on a eu ce qu'on appelle un creux de volume. Donc il y a eu le marché est passé, les opérateurs sont passés rapidement sur cette zone de prix et ont préféré overlapper, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais préféré accumuler en bas et distribuer comme ça en haut et laisser ce creux là comme ça. Et je sais le lendemain, selon où on va ouvrir, qu'il est possible qu'on aille combler la zone de creux, faire le fameux comblement. Et regardez comme c'est magique. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre? Je crois qu'on ouvre aux alentours de là. Alors attendez, hop, bon, je vais pas l'effacer parce que sinon ça va être embêtant. Bref, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre, ok. Et moi, fort de ça, alors je dis pas que j'enlève mes chandeliers japonais. Mes chandeliers japonais me donnent aussi les initiatives, les intentions, les mèches sont très importantes. Mais quand j'ai ça en plus, tout de suite j'ai des éléments supplémentaires. Je me dis que là, il est possible que toute la journée on aille essayer sous quelle forme, je sais pas encore, mais d'aller travailler le marché et d'aller chercher la VAH. On va y venir sur la VAH, hein, ce que c'est que la VAH, et puis ensuite, peut-être quand on arrivera là-haut, la rejeter pour ensuite repartir à la baisse. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est pas un hasard si en fait on fait ça et ça. C'est qu'en fait, il y a eu une journée très directionnelle qui s'est formée en sorte de double distribution, une première en haut et puis une seconde en bas. Et puis à partir du moment où on a accepté la valeur à l'intérieur le lendemain, c'est creux, il y a de fortes chances qu'on aille combler la zone. Et quand on sait ça,
quand on connaît cet élément, en tout cas quand la probabilité s'inscrit dans un comblement de zone, on peut travailler le marché sous ce prisme-là. Moi, quand j'essaie d'opérer sur le marché convenablement, je me pose toujours des questions et en permanence, je me dis quelles sont les intentions des opérateurs, qu'est-ce que je privilégie en premier, selon les scénarios que j'ai établis, sur quoi je vais privilégier, et tant que ça me contredit pas, moi je privilégie toujours des achats ou des ventes. Je suis pas le genre de trader, il y en a hein, qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent. Non, moi je privilégie toujours plus un achat ou une vente. Et je vais plus insister sur de l'achat ou de la vente selon comment on est dans le marché. Mais là, féder cette zone-là, bon, a posteriori, derrière un graphique, c'est toujours plus facile de le dire. Et il y a tellement de personnes qui le font sans s'en rendre compte que il faut quand même le dire qu'à posteriori, c'est plus facile. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où on a cet élément visuel, on sait qu'on peut éventuellement balancer dans cette zone. Et c'est ce qui s'est passé le lendemain. Et le surlendemain, c'est aussi intéressant parce qu'on continue à balancer dans la zone. Et finalement, on continue à balancer dans cette zone pendant 4 jours. On met 4 jours à combler le creux de volume qui s'est fait en une journée. C'est fascinant. Enfin, en tout cas, moi, ça me fascine. Bref, j'ai un peu avancé dans ce que je voulais vous dire, mais c'était la transition. C'était comme ça. Je remonte et je vais rentrer dans le détail. Donc, on a vu qu'il y avait les TPO profile et les volumes profile. On va parler du TPO profile et de sa construction. Et quand on saura comment se construit le TPO profile, on pourra de façon assez logique savoir comment se construit le volume profile. Et d'ailleurs, les composants d'un TPO profile sont sensiblement les mêmes composants du volume profile. Voici la construction d'un TPO profile. Alors, à gauche, un TPO profile qui est consolidé. À droite, un TPO profile qui est déconsolidé. Et encore à droite, un chart en chandelier japonais qui représente ces profils-là. Ce que j'ai marqué tout à droite de mon chart, ici, c'est des notions de base, mais qui permettent de comprendre quand on appréhende l'outil. Le TPO profile, c'est simplement un graphique qui va reporter le temps sur un axe et les prix sur l'autre, pour donner une impression visuelle de l'activité du marché. Chaque rotation d'enchère, alors ce qu'on appelle les rotations d'enchères en market profile, c'est l'unité de temps, et en fonction de son plus haut et de son plus bas, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Donc là, c'est 30 minutes, dessine une impression de TPO. En gros, vous avez ici donc le profil qui est consolidé et le profil qui est déconsolidé. Qu'est-ce que j'appelle consolidé et déconsolidé? C'est qu'en fait, ici, c'est la même action des prix, hein, et ici aussi. Hein. Vous avez l'ouverture. L'ouverture qui se fait, je ne sais pas où, je ne l'ai pas noté sur ce chart, c'est pas grave. Mais vous avez, admettons, je pense qu'elle est ici, l'ouverture, et elle est initiatrice. C'est-à-dire que vous avez une entrée vendeuse assez importante. Et on le voit par la bougie. Ram, ça descend. Ensuite, derrière, on a... Attendez, hop. Je vais faire plutôt comme ça. Voilà, ça descend. OK. Ensuite, derrière, vous avez la deuxième rotation. Le marché qui vient essayer de chercher les vendeurs agressifs à l'open. Échec. Donc on a ici la B qui se construit. Ensuite, la C, la D, la E, la F, la G, etc. Et en fait, ici, vous l'avez en représentation C, D, E, F, G, H. Et ce que fait le market profile, en fait, c'est qu'il ne fait que compiler, enfin le TPO profile, pardon, il ne fait que compiler les prix. Voilà, donc, en mode Tetris. On est ici, et vroom, on balance toutes les lettres, on les compile, et ça nous forme ce joli profil. Et c'est comme ça, en fait, que se forment les TPO profile et le volume profile. Le volume profile, c'est simplement qu'on rajoute à l'intérieur les volumes échangés sur le niveau, sur le tick, sur le spread. C'est ça, en fait, sur le niveau de prix. On rajoute les volumes et c'est une notion supplémentaire. Mais les profils volumes prennent en compte le temps, le prix et les volumes, finalement, les trois. Donc voilà un peu comment ça se construit. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je suis en train d'y penser. Donc TPO, que signifie TPO? Parce que je ne l'ai pas marqué, mais c'est quand même important. Ça signifie Time, Price, Opportunité. On en revient encore à nos notions de temps, de prix et cette fois-ci d'opportunité. Le TPO Profile peut s'utiliser sur des actifs, sur des produits financiers comme le CFD, puisqu'en fait, il ne prend pas en compte le volume. J'irais même jusqu'à dire, mais là je vais pas me faire des copains, c'est que le volume profile sur CFD est efficient. Mais bon, le but c'est pas de rentrer dans un débat sans fin.
on est d'accord quand même que les CFD ont des volumes qui sont opaques, hein, et c'est les volumes des courtiers, et donc c'est une efficience toute relative. Mais en tout cas, il y a des zones, des LVN, des HVN sur le volume profile qui réagissent même sur les actifs, même sur les CFD. Bref, c'était pas ça le but de ce slide, de parler de ça, mais je faisais une parenthèse. Donc, le TPO profile, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Je m'en souviens plus. Le TPO profile n'est rien d'autre qu'une représentation de l'activité des prix par rapport au temps, sous forme d'une courbe en forme de cloche statistique. Courbe de Gauss. Ok, je sais pas si vous avez compris. Après, s'il y a des choses, si vous avez des interrogations, vous venez en privé sur Telegram ou sur Twitter, vous me posez la question. Si je peux y répondre, j'y réponds. Et si je peux pas, je vous dirai que je peux pas. Parce que je sais pas. Ok, on est bon pour la construction du TPO profile. Allez, j'enchaîne, parce qu'on est déjà à 40 minutes de vidéo, et il faut pas que ça soit trop indigeste. Les composants du market profile. Du TPO profile, pardon. Décidément. Alors, on retrouve dans les composants d'un TPO profile, alors ça, je vous ai mis un profil ici, ok. Malheureusement, il me semble que je vous ai pas mis tous les composants, vous les avez pas tous en visu. C'est pas très grave, puisque je vais les détailler. Ce qu'on retrouve dans le market profile, et j'en ai souvent parlé sur le canal, c'est l'initial balance, la balance initiale. Qu'est-ce qu'est la initial balance? C'est en fait la première heure de cotation. Alors, qu'on s'entende bien, parce que des fois on se pose la question quand on s'intéresse au market profile, c'est la première question dont on se pose, la première heure de cotation, mais quelle cotation? Globex, cash, bah oui. Alors moi, l'initial balance, quand je mets des profils, moi, TPO, mais je reviendrai peut-être sur ça lors d'une autre vidéo, une prochaine, mais je mets des profils TPO, je mets des profils volume sur la session Globex, et je mets mes profils TPE sur la session cash. Donc pour moi, la première heure de cotation sur un marché comme le DAX va être de 9h à 10h. Je sais qu'il y en a qui la mettent de 8h à 9h. Moi, je la mets pas de 8h à 9h, mis à part si on travaille un actif comme le Bund, où c'est peut-être plus judicieux de la mettre de 8h à 9h, mais c'est à vous de faire vos tests. En tout cas, depuis pas mal de temps, pas mal d'années même, je teste l'initial balance de 9 à 10, et de 15h30 à 16h30 pour les marchés US, et je trouve que c'est efficace, et c'est parlant. Voilà, l'initial balance. Ensuite, on a quoi? On a ce qu'on appelle le POC, Point of Control. Le point de contrôle. Le POC ici, sur mon chart, il est symbolisé par cette ligne, la TAC, et par toute cette ligne de lettres de prix. C'est ici, en fait, que les intervenants ont passé le plus de prix. C'est la zone où les intervenants ont passé le plus de temps. Sur la zone de prix où les intervenants ont passé le plus de temps, où il y a eu le plus d'échanges de prix. Pas forcément le plus de volume, parce qu'on va voir sur le chart d'en dessous que finalement le POC volume se situe beaucoup plus en haut, mais c'est là où le prix a passé le plus de temps. L'action des prix, les chandeliers, d'accord? Ensuite, dans un profil, je vais faire un peu le ménage quand même, histoire que ça soit lisible. Ça, je peux le laisser. Dans un profil, on retrouve la value area. Je n'en sors pas. Hop, excusez-moi. La value area, la fameuse value area, la VA, on peut l'appeler comme ça. Donc là, la VA, ici, elle est symbolisée par mes lettres hein, de couleur un peu plus foncée en jaune. Et elle représente toute cette zone-là. Voilà, ce sont les deux traits qu'on voit ici, qui sont alors VAH pour valeur haute et VAL, value low, pour valeur basse. En fait, la value area, donc quand on revient sur mon profil de Gauss ici, c'est exactement la même chose. Ok? Sauf qu'en fait, la value area, elle est bornée. Elle est bornée ici, et elle est bornée ici. VAH, VL. Et il y a bien évidemment des setups autour de la value area. Et c'est très intéressant d'avoir la zone où il s'est produit 70% des échanges marchés. 70% des échanges marchés. 68% même. Je crois qu'il est réglé en 68%. Ok. Donc maintenant on a vu l'initial balance, le POC, la VA. On va voir un élément principal aussi du profil TPO. Ce sont les single print. Single print signifie une seule impression. Donc si vous avez compris la mécanique de la construction d'un TPO,
Je remonte. Ici, par exemple, on a une single print vendeuse. Ce n'est pas une queue de vente. Ah, je vais revenir sur les notions de queue de vente et queue d'achat. Mais là, c'est une initiative à la vente. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est qu'une seule impression. Le marché n'est plus jamais revenu travailler dans cette zone, n'a plus jamais rééchangé à l'intérieur de cette zone, a complètement rejeté la valeur. Single print, nous en avons une, et je suppose que vous l'avez déjà détectée, qui est ici. Et là, c'est une queue de vente. C'est pas une initiative. Qu'est-ce que j'appelle une queue de vente? Vous avez votre chandelier japonais. Alors, on va faire comme ça. Le prix monte, tac, tac, tac. Il oscille en bas, il monte, il empile des lettres TPO, ok. Et puis d'un coup, vous avez, paf, on arrive là-haut. J'ai dessiné un chandelier japonais. Paf, dans la demi-heure, ok, dans la même demi-heure, vous avez le prix qui monte, mais qui redescend et qui clôture en dessous. Et ensuite, derrière, il y a une réouverture du marché. Et cette réouverture du marché, de la rotation qui suit, elle se fait en dessous. Et on repart. On a eu une queue de vente, on a eu une entrée des vendeurs qui ont fait ce qu'on appelle une réponse. Alors j'ai marqué responsive, mais bon, bref, une réponse vendeuse. D'ailleurs, je l'ai mal écrit, c'est pas grave. Réponse vendeuse, et ensuite on est parti à la baisse. Intéressant à voir lors de la séance, intéressant à trader le lendemain. Parce que quand on est dans un marché balancé et qu'on va chercher une réponse vendeuse de la veille, la probabilité qu'on aille ne pas l'échanger tout de suite, parce qu'elle est vouée à être échangée à un moment, parce qu'on est toujours dans le cadre d'échange, de creux de volume, hein. Mais au départ, quand on arrive dessus, si on n'arrive pas trop fort, même quand on arrive fort, on peut des fois féder le marché et jouer un retour. C'est un setup qui est très connu. Ok. Donc single print, alors des single print, il y a des réponses, il y a des initiatives, des fois on retrouve des single print au cœur d'une bougie, d'un profil, pardon, avec une seule impression au centre. Dans le cadre d'une double distribution, par exemple, souvent dans le cadre d'une double distribution, ben vous avez ça, hein, vous avez, alors, je vais prendre, ce sera plus judicieux, décidément je m'en sors pas trop avec ça, hop, ça je vais le virer, voilà. Le cadre d'une double distribution, vous avez une ouverture, ok, vous avez le profil qui se forme tranquillement. Donc ici, il faut imaginer qu'on a l'ouverture et voilà, les prix travaillent. Et puis d'un coup, paf, initiative, vendeuse. On pète l'open qui était peut-être ici. Ok, on la pète. Et là, vraiment, on trace direct. Et en fait, on n'échange plus là. Il y a rejet de la zone. Plus aucun trade ne se passe ici. Plus aucune acceptation des prix. En tout cas, les acheteurs se cassent et les vendeurs enfoncent. Après, il y a plusieurs événements aussi qui traduisent une single print ventrale. Mais c'est une single print ventrale. Donc vous avez votre profil qui fait ça. Frac, frac. En fait, il devient super fin le profil. Et puis derrière, zone d'atterrissage. Vous avez en fait l'apparition ici d'acheteurs qui sont intéressés. Alors vous avez les vendeurs qui continuent ici, là, à essayer de vendre agressif pour valider la single print en construction. Hop, ça repart. Et puis derrière, ici, vous avez des réponses acheteuses. Et ça remonte, ça retravaille le prix. Et si on est scalper ici, on a une belle zone de vente, on peut rechercher des ventes. Et on peut même acheter en bas, même si dans un marché comme ça en double distribution, il y a eu de grosses initiatives à la vente et c'est quand même dangereux d'acheter. Même en bas, mais ça se tente. Après, ça dépend de la gestion du risque, votre style, etc. Souvent, un balayage comme ça, parce que j'appelle ça un balayage en slip, là, en sweep même, c'est-à-dire qu'il y a une intention. Il y a une intention, et des fois, au niveau du carnet, au niveau du footprint, les acheteurs hein, qui frappent là-haut, ils sont plus là. Hein. On a des trous dans le footprint. Au niveau de Bookmap, on a des zones, des levels comme ça de carnet d'ordre qui n'existent plus. On n'a plus tradé dessus. Ils ont tellement frappé que d'un coup, ils ont apporté 4 ou 5 levels d'un coup. Il n'y a plus de contrepartie. Et puis on retrouve après un intérêt acheteur en bas. C'était très moche là au final, hein, mon dessin, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Ok, allez, je suis parti un peu dans le détail, mais c'est plutôt cool. J'en étais où? Eh bien, bien évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve sur un TPO profile? On retrouve l'open. Là, il est symbolisé par le petit O qu'on voit ici, c'est l'ouverture. La close également. Et on retrouve les hauts et les bas de la séance qui sont très visuels.
Voilà, donc on retrouve ici et ici. OK? C'est les composants du TPO Profile. Allez, on avance et nous voici dans le slide numéro 9, où là, bon, je vais passer brièvement, mais pourtant le volume profile est essentiel dans la lecture des marchés. Le slide numéro 9, on reprend le volume profile cette fois-ci. Alors, c'est le même que le slide numéro 8, le même chart. Alors là, on s'aperçoit finalement que là où il y a le plus de volume échangé sur le prix, c'est plutôt la zone des 33,60. Alors que le POC se situait plutôt, si je dis pas de bêtises, dans cette zone-là. 33,75 qui correspond ici à la VAL. On retrouve en fait cette value area avec sa borne haute et sa borne basse. On retrouve les bas et les hauts. On retrouve ici une notion qu'on peut qualifier, alors c'est plus dans le cadre du composite profile qu'on utilise ce nom-là, mais je l'ai mis aussi parce que ça marche aussi, c'est la LVN, la Low Volume Node. Low Volume Node, absence de volume total sur une zone de prix, ok, qui est symbolisée par ça, ce squeeze, et puis ici, voilà, on est venu, on est repassé au-dessus, on a tapé un peu, on est reparti, et puis bizarrement après, oh, qu'est-ce qu'on fait? On rejette ici, sur la Low Volume Node. Et puis on retrouve les hauts et les bas de la séance. Le TPO profile, le volume profile, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes mécaniques fondamentales. D'ailleurs, il y en a qui ne tradent au market profile qui sont fous de volume profile et qui ne mettent que des profils volume. Moi, je mets des profils TPO parce que les profils TPO, avec l'impression des LED TPO, me permettent de voir plus rapidement l'action des prix, l'action des rotations d'enchères, etc. Mais les volumes profile font partie composante de mon trading au market, quoi. Ok. Allez, c'est parti. On avance et on passe, on passe au slide numéro 10. Alors, je vous en ai déjà parlé de ce slide et ce que je voulais aborder là maintenant, je l'ai déjà abordé finalement. Cette capacité qu'a le volume profile ou le TPO profile à mettre en évidence des zones d'acceptation et de réjection. De toute façon, la nature a horreur du vide et les marchés financiers aussi. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que quand on a une zone qui a été peu échangée ou passée rapidement, on est toujours voué à un moment ou un autre à revenir échanger dessus. Là, on est dans le cadre de ce que j'appelle, moi, dans mon trading, alors ça m'appartient, mais c'est le profil mère. Un profil mère a une amplitude de bas en haut qui est 3 à 4 fois plus importante que les profils avant et les profils qui vont venir après. Et là, dans le cadre d'un profil mère, on a ce genre de profil à l'intérieur. En fait, on a le profil à l'intérieur du profil précédent, l'inside day. Donc l'inside day, il y en a plusieurs ici. Et quand on va casser le bas ou casser le haut de la boîte, on a des setups aussi en sortie de profil. Les setups d'inside day. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que, et c'est ce que je voulais montrer, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, on comble la zone. On fait du travail de comblement de zone, on comble cette zone qui n'a pas été échangée. Acceptation, réjection, toujours la même chose. Ok, et je l'ai mis en évidence avec l'action des prix, parce que l'action des prix est primordiale. Et je vous disais tout à l'heure que moi j'avais l'habitude de lire les marchés aussi, mais ne serait-ce qu'avec un chart, j'arrive à voir un peu où se trouvent les creux de volume, etc., selon la journée. On le voit ici, de toute façon, c'est caractérisé par par ce sell-off. On pourrait dire que c'est un sell-off, hein, concrètement. Mais ce sell-off, il a de l'importance dans les jours suivants. C'est ce sell-off qui dicte un peu la conduite des jours suivants. Voilà. Moi, je trouve ça passionnant et super intéressant. Allez, on avance et on va finir sur ça. La vidéo fera 1 heure, donc c'est ce que je voulais faire en termes de time. On parle rapidement des structures market. Ça aussi, c'est des notions soit que vous avez déjà abordées, que vous avez déjà entendues, soit que vous explorez totalement aujourd'hui et que vous n'avez jamais, vous êtes jamais penché dessus. Mais les marchés ont souvent à peu près 3 structures de marché, c'est-à-dire 3 façons d'agir. Soit ils sont ce que j'appelle moi des marchés unidirectionnels. Unidirectionnels, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui prend la main sur l'autre intervenant et qui ne lui laisse plus la possibilité d'agir. C'est un marché où on a un flux, souvent institutionnel, où des gros opérateurs rentrent et défoncent les autres. Et dans ce cadre de marché, en dessous j'ai marqué, c'est à titre informatif, hein, le but c'est pas de vous dire
quoi faire, etc. Mais c'est simplement pour vous dire, moi, en tout cas, comment je le vois. La stratégie à appliquer dans ce genre de marché unidirectionnel, qu'il soit acheteur ou vendeur, c'est soit de se tenir au marché. Alors, il y a une coquille, hein. C'est hors marché. On se tient, on ne trade pas, donc c'est déjà une stratégie de ne pas trader quand c'est très directionnel, parce que quand c'est très directionnel, la problématique d'un marché qui est très directionnel, bah voilà, j'ai prévu une feuille blanche en dessous pour mettre en évidence mes propos, c'est qu'un marché très directionnel, c'est un marché unidirectionnel, donc, qui n'est pas bilatéral, donc il n'y a pas de contrepartie en face, et souvent, si, alors, attendez, je vais prendre mon pointeau, hop, souvent, ça descend. Ça descend, enfin, dans le cas d'un marché baissier, hein, c'est pareil à la hausse. Et en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle des zones, voilà, les zones overlap qui permettent quand même de temporiser. Il n'y a pas d'overlap dans un marché directionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça, en type de profil, on a un profil hyper épuré. En fait, où il n'y a pas d'impression de TPO, puisqu'en fait, il n'y a pas d'échange. Donc en fait, ça trace direct. Et c'est pour ça que je dis que dans ce cadre de marché, il est difficile de rentrer au marché directement. Après, c'est une stratégie à aborder. Soit entrer de façon agressive market, c'est-à-dire qu'on va frapper directement, on va frapper le bid et on rentre au marché, mais on n'attend pas d'overlap, il n'y en a pas. Et soit sinon on fait rien, parce que c'est toujours compliqué de rentrer à l'achat sur ce genre à la vente pardon, sur ce genre de marché, ou à l'achat si c'est unidirectionnel aussi. Je voulais vous dire un truc, voilà, le profil Kurtosis, c'est le principe en fait d'un profil Kurtosis qui est un profil épuré où il y a très peu d'impression, où en réalité en fait le profil il n'y a pas une boucle, ah, il n'y a pas de, eh bien, voilà, il n'y a pas de boucle, voilà, comme ça, non, il y a une boucle qui est quasi inexistante, pardon, et on file, et on file, on file, on file. On est dans un marché unidirectionnel, et les bougies font ça, tac, 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 tac. C'est le premier des marchés. Ensuite, il y a le second marché, qui est ce qu'on peut qualifier d'un marché qui trend, soit à la hausse, soit à la baisse. Un marché qui trend, décidément, j'ai des problèmes avec mon truc là. Un marché qui trend, c'est un marché au niveau de l'action des prix qui va faire ça. Voilà, il n'est pas balancé. On sent qu'il y a une tendance, mais il y a des overlaps. Il y a la possibilité de rentrer. Là, tout à l'heure, dans un marché directionnel, si vous avez la mauvaise idée de vous placer à l'achat ici, jamais vous retrouvez votre prix d'entrée, hein. Vous êtes banané, hein. Donc vous sortez en perte, hein. Il n'y a pas moyen de se refaire. Là, par contre, si vous êtes vendeur dans un marché directionnel haussier, avec un trend, vous pouvez être vendeur ici. Je sais pas moi, admettons, vous commencez à vendre là, ici, voilà. Euh, hop, ou ici, admettons, allez. Vous vendez ici, vous êtes en gain, ça remonte, c'est pas très bon, mais vous pouvez déboucler votre position et sortir ici. Voilà. Dans un marché unidirectionnel, c'est la banane. Les marchés qui trendent, souvent, ça va faire des profils comme ça, tac, tac. Vous allez avoir plusieurs profils comme ça sur 3-4 jours. Alors voilà, on pourrait croire qu'on est dans un marché à forte tendance. C'est pas un marché à forte tendance, c'est un marché où après il faut bien évidemment prendre en compte le contexte autour. J'essaie d'écrire, mais c'est impossible. Contexte, environnement, forcément, tout est relatif en termes de trend, en fonction du temps et de notre horizon de temps. Et puis après, vous avez, que je perde pas le fil, voilà, l'auction de market. C'est le marché qui enchérit à la baisse, et c'est un marché qui est neutre, un marché qui est en range, un marché où on va avoir ce type de profil qui s'accumule au fur et à mesure des journées. Et c'est un marché où là, on n'applique pas des stratégies. Dans le cadre des autres marchés, des deux autres, on applique forcément des stratégies directionnelles. Même si on est contrarien, il faut se forcer à être directionnel. Et il faut se forcer à rentrer dans le flux que nous montrent en fait les profils. Dans un marché qui est un marché équilibré, ok, vous avez votre VA ici, VA, vous avez votre POC au centre, le lendemain on ouvre, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous pouvez adopter des stratégies quand on arrive ici de Fed pour essayer, vous avez un risque reward intéressant, essayez d'aller chercher le POC, essayez d'aller chercher le bas de la VAL,
Et puis pareil, à l'achat en dessous, vous pourrez adopter des stratégies. Alors après, le marché et les market makers vous font pas un range propre comme ça n'existe pas, les rectangles, hein. Enfin ça existe, mais c'est rarement le cas. Et les marchés, en tout cas les market makers, font des secousses. Ils viennent chercher, ils viennent tester, ils viennent tester des zones, et puis ils réintègrent, ils viennent piéger des stops ici, ils viennent déclencher des stops. Ils ne font que ça en fait, hein. Ils tac, ils vont chercher, ils font un double bottom qui est larvé un peu, qui part en dessous, et hop, il remonte, il réintègre. Il faut vraiment être vigilant parce que sinon on est piégé, quoi. Si on est piégé, si on n'est pas attentif à ça. Mais on est pourtant dans un marché d'enchères qui est balancé. Les trois types de marchés qui, moi, me semblent les plus... enfin, en tout cas, c'est pour moi les trois types de marchés, quoi. Ok, eh ben écoutez, je crois qu'on est bon, on a fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Enfin, voilà, j'avais fini sur... Ah oui, je voulais vous montrer ça, parce que dans le canal, pour ceux qui me suivent, j'avais parlé c'était le 14 octobre. J'avais dit on va finir la journée en double distribution. Vous vous souvenez, c'était cette journée-là. Et après j'arrête. Voilà, c'est cette journée. Paf. Et là ici, quand on arrive ici, là, à la fin, là, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, on a ce phénomène. Paf, on casse. Et là, je sentais qu'on allait finir, on allait clôturer aux alentours de ça. Et donc je l'avais annoncé un peu avant. Moi, j'avais pas pris trop de risques parce que la double distribution était quasi faite. Il restait 3-4 heures d'ouverture de marché. C'est déjà pas mal 3-4 heures d'ouverture de marché, parce que quand le, le but quand même, je fais une parenthèse et après je reprends ce que je voulais dire, mais le but du market profile, j'ai oublié de le dire, c'est que ça vous permet de structurer votre vision, ça je l'ai dit, mais en tout cas, de mettre des mots sur des types de journées. Quand vous avez que des profils, que des graphiques, vous n'avez pas de type de journée. Je reviendrai sur une vidéo où je vous parlerai des différents types de journées. Vous avez des journées neutres, des journées en double distribution, des journées en P, des journées en B, des journées à variation normale. Vous avez plusieurs types de journées. Et quand vous les connaissez, vous pouvez anticiper la probabilité que ça se fasse sous forme de journée comme ça. On prend en compte avec le market profile le passé. Je vais arrêter d'écrire avec ça, j'y arrive pas. On prend en compte aussi le temps présent. Et puis pour essayer d'anticiper le futur. C'est vraiment typiquement ça, quoi. Encore une notion de temps. Hein. Mais avec le market profile, volume et TPO, on peut dire, ok, on est dans tel type de journée, on va être dans tel type de journée. Alors que avec d'autres systèmes, vous n'avez pas l'anticipation des journées. En tout cas, vous ne prêtez pas attention aux journées, comment elles se déroulent et comment elles se font. Enfin, moi, en tout cas, je ne le faisais pas à l'époque. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et du coup, pour finir sur ça, cette LVN qui s'est faite avec cette double distribution, le surlendemain, quand on est venu dessus, moi j'ai dit, il faut initier soit des shorts, soit des achats si on passe au-dessus. Hop, j'ai mal tracé. Je ne sors pas avec ce truc. Hop, LVN ici. Ah, je m'en sors pas. Voilà, ici. Alors en fait, encore une fois, ces profils sont dessinés par l'action des prix. C'est l'action des prix qui définissent les profils. C'est tout. Contact. C'est une zone en fait qui n'intéresse personne. C'est le bas de l'avant-veille. Ensuite, on arrive dessus en journée, on rejette le bas de l'avant-veille, de la veille, quand on est sur la journée. Ensuite, il y a une initiative. On ne veut pas trader dessus, hein, toujours, sauf que là, on ne traite pas dessus, mais en le passant rapidement. On revient dessus, dans la journée, on rejette. C'est un point dur qui s'est fait pendant la session, mais qui existait déjà avant. Et le surlendemain, on revient titiller ici. Et après, on arrive à passer au-dessus, on tergiverse, cette fois-ci, on comble le volume, cette fois-ci, on fait du volume. Il y a un moment où le volume se fait. Qu'en fait, il se fait pas n'importe où. La base du volume se fait dans le creux du volume ici. Vous comprenez? Et après, le niveau continue à être efficient. C'est-à-dire que la journée d'après qui est hyper directionnelle, que fait le marché à l'open asiat? Tac, 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 ils viennent taper l'ancien creux de volume qui est devenu un POC. Vous voyez le délire? Et avant de partir vraiment et de mettre tout le monde à l'envers, il revient faire un dernier test. Et vraiment, le volume et le TPO profile sont des outils redoutables. J'arrête là. Merci pour ceux qui ont eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, ciao.